à tous. On va parler ce matin de la vie de Radio Univers. Cela fait 35 ans que cette structure universitaire installée à Bomé-Calavi existe. Elle aura contribué à la formation et au devenir professionnel de bon nombre de journalistes sur le plan national après 35 ans. Quel point faire de la vie de cette structure et puis quelle projection autour de son avenir. Ce sera donc le sujet autour duquel on va discuter avec d'abord Eustache Roumambou, lui qui est directeur adjoint de la radio actuellement, et puis son secrétaire général, Augustin Aoulitin. Les deux seront en plateau en même temps. Nous sommes mardi. Quand on est mardi, on a rendez-vous avec Santé. On va un peu se demander qu'est-ce qu'il faut manger par ces temps de vacances. La question à poser à Gide Yetognon, il est spécialiste en alimentation diététique. Ce sera dans la rubrique donc Santé Matin, assurée par Esther Tofa. Nos débats vont porter sur l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. L'institution sous-régionale a tenu son sommet dimanche dernier et a connu justement l'élection du président sénégalais à la tête donc de la conférence des chefs d'État. Quels pourraient être les enjeux auxquels il fera face après avoir pris le pouvoir, la question qu'on va se poser et que les débatteurs vont essayer, en tout cas d'analyser. Voilà pour ce qui est l'essentiel au menu d'Actu Matin. Bienvenue à tous. Et voici la une des journaux pour commencer. On va ouvrir avec Fraternité notamment. Diplomatie économique sous l'ère Wadaï, confiance renouvelée des partenaires au développement. Et Banque mondiale, Union européenne, les premiers mois d'une présidente qui porte déjà ses fruits. Travail des enfants au Bénin, gratuité de l'école, la gratuité de l'école freine le phénomène, mais des défis persistent. Et puis bilan de la première session de la 10e législature, Irène Adam défend les réformes votées à l'Assemblée nationale. Samuel Elijah, à l'occasion donc des 35 ans d'existence de Radio Univers, que Radio Univers puisse enfin avoir une existence légale, une fréquence octroyée par la RAC. C'est le souhait du père fondateur de cette radio-là. Nous passons à le matinal. Pédiatrie au Bénin, 18 référentiels validés pour l'assurance maladie. Gagné 2026, des dispositions pour une célébration historique. Voici la boussole transport et développement. Le Bénin lance la reconstruction du corridor secteur d'Assa-Zoumem. Vous avez les détails dans les colonnes du quotidien. Politique étrangère, le Bénin redessine sa carte diplomatique. En réforme agricole, le Bénin veut libérer le potentiel de sa filière semencière. Dynamisme info, situation des détenus dits politiques. Les regards désormais tournés vers le chef de l'État présidentiel, présidence de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye, face au défi de la crédibilité, de la confiance de l'institution. Voici le grand jury. Depuis la Russie, Macky Sall remercie Bassirou Diomaye Faye pour son soutien dans sa campagne pour l'ONU. Matin Livre, fête de l'indépendance vers une célébration sous le sceau de l'Union nationale. Yahi Soglo, toutes les forces vives mobilisées autour de Romuald Ouadaï. Et puis, portique à l'échangeur de Godomain, le risque d'un report de circulation. Nous passons à décryptage info ce matin. Transition énergétique, le trio Bénin, Côte d'Ivoire, Togo renforce son alliance autour du gaz. Le confrère de la matinée, déguerpissement, légiférer pour l'environnement au Bénin, impératif des infrastructures avant la répression. Passons à l'informateur. Richesse sous-marine, découverte majeure au large du Bénin. De quoi s'agit-il? Le journal vous donne des détails dans ces colonnes ce matin. 69e sommet de la CEDEAO à Freetown. Romuald Ouadaï compte faire bouger les lignes diplomatiques dans la sous-région. C'est le titre du journal, la Nouvelle Gazette. L'économiste intégration régionale, le président Ouadaï au 69e sommet
de la CEDEAO. Dabarou, usage de l'intelligence artificielle en milieu éducatif quand l'IA rend les apprenants plus intelligents et en même temps aussi plus paresseux. La fraternité pour la deuxième lecture, diplomatie économique sous l'ère Wadaï, confiance renouvelée des partenaires au développement, UE, Banque mondiale, les premiers mois d'une présidence qui porte déjà leurs fruits. Et puis, travail des enfants au Bénin, la gratuité de l'école qui freine le phénomène, mais les défis qui persistent toujours. Bilan de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 10e législature, Irène Adam défend les réformes votées à l'Assemblée nationale. Et puis Samuel Elijah, à l'occasion des 35 ans d'existence de Radio Univers, que Radio Univers puisse avoir une existence légale et une fréquence octroyée par la HAC, c'est le souhait de celui qui a inventé la radio. Voilà ce qu'on peut retenir. La une des journaux ce matin, on va passer au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Mais avant, je vous propose qu'on aille voir à quoi ressemblent un peu les titres de ce bulletin d'information. Le Bénin et le Nigeria qui interceptent des contrebandiers lors d'une opération douanière fondée sur le renseignement géospatial. C'est une première qui ouvre une nouvelle ère dans la lutte contre la fraude transfrontalière dans les deux pays. L'opération s'est déroulée du 6 au 8 juillet dernier. Vous aurez des détails. Et puis, l'opération de retrait des relevés de notes des candidats au baccalauréat session de juin 2026. Cela se déroule depuis hier sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a effectué une descente au collège d'enseignement général de Nokwe à Cotonou. Vous avez le grand monde qui a fait le déplacement. On vous donnera quelques détails à ce sujet. Voici le bulletin. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Allez, du 6 au 8 juillet 2026, c'est bien le Bénin, le Nigeria ont conduit une opération dénommée Géocontrôle pour la première fois en Afrique. L'Organisation mondiale des douanes, avec l'appui conjoint de la coopération japonaise, a permis aux administrations de ces deux pays de se frotter aux outils modernes de renseignement géospatial. Cette initiative qui met les outils de renseignement géospatial au service de la lutte contre les fraudes douanières vise au renforcement de la surveillance des frontières à l'optimisation des interventions sur le terrain. L'opération s'est déployée sur une zone d'intérêt définie entre les deux pays et sur la base d'une analyse réalisée par des experts formés. Virgile Arodé. Le renseignement géospatial intègre désormais et de façon irréversible les techniques de lutte contre la fraude transfrontalière en Afrique. L'opération Géocontrôle, organisée pour la première fois sur le continent, en est l'illustration vivante. Pendant 3 jours, le Bénin et le Nigeria ont expérimenté les outils de renseignement géospatial au cours d'une opération douanière conjointe dont la finalité est de renforcer la surveillance des frontières, d'affiner la détection des activités illicites et d'optimiser les interventions sur le terrain. Les enjeux, c'est pouvoir anticiper parce qu'il faut partir des données concrètes en termes de saisie, en termes de position des administrations, des unités de contrôle, etc. Faire une analyse en amont pour pouvoir déployer de façon efficiente les équipes sur le terrain et rentabiliser également les ressources dont on dispose. Ça rend le contrôle plus efficace. Pour réaliser des performances douanières évidentes, les douanes africaines doivent désormais miser sur l'innovation technologique. C'est d'ailleurs la raison d'être de cette opération qui a mobilisé des drones, des gyrocoptères, des systèmes de cartographie numérique et des outils de renseignement géospatial associés à une analyse avancée des risques. Elle traduit la volonté des deux États de renforcer leur coopération face aux défis liés au trafic transfrontalier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en dehors des équipements modernes, notamment les drones et les gyrocoptères, une cohésion interforce qui nous permet d'aller plus loin. Et si nous maintenons cette dynamique en travaillant encore et encore sans désemparer avec la culture de l'intégrité comme valeur cardinale, je crois que le meilleur est à notre portée.
Dans un environnement commercial de plus en plus complexe et fondé sur les données et le renseignement, les administrations douanières se doivent d'utiliser des équipements modernes et c'est tout l'enjeu de l'opération Géocontrôle. Le gouvernement poursuit sa politique de proximité avec les populations et dans ce cadre, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji, est allé à la rencontre des citoyens du plateau à Poubé. Entre autres réformes abordées, la gratuité de la scolarité des filles jusqu'en classe du terminal, les soins d'urgence vitale rendus gratuits, les mesures d'accompagnement des producteurs agricoles et les perspectives d'emploi pour les jeunes des 5 communes du plateau venus nombreux l'écouter. Reportage. À Kobe, sur la terre qu'il a vu grandir, Wilfrid Léandre Ngbeji, face à une population venue massivement l'écouter, a développé les nombreuses mesures sociales du gouvernement en faveur des différentes catégories sociales. Le gouvernement a pris quelques décisions et je suis là pour vous les expliquer et prendre vos questions pour approfondir les explications si nécessaire. La démarche, c'est pour que nous ayons la même compréhension, que personne ne vienne nous dire le contraire de ce qu'on doit comprendre, ou bien ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux qui n'est pas vrai, que personne ne nous fasse croire que c'est ça. En sortant d'ici, chacun sait désormais ce qu'il se fait et chacun sait aussi ce qu'il peut faire en plus pour aider à ce que la ville, le pays se transforme. Des points de vue ont été croisés autour des grands défis du département. Pourquoi ne pas opter pour la gratuité de l'école au niveau des garçons de la 6e en 3e pour que nos jeunes garçons qui désertent l'école et qui s'attachent au Nigeria nous reviennent. Pour ici, on a des facilités pour faire la contrebande. On nous a demandé de mettre un peu au niveau de la douane pour que cela contribue à la réalisation des projets du gouvernement. Il a parlé également au niveau des agriculteurs, où il a parlé des 4 produits importants qui sont subventionnés, surtout le coton d'abord, et il y a une prime de 10 francs par kilogramme au niveau des producteurs, et d'autres 3 produits, et là c'est pour la transformation agroalimentaire. Moi je suis enseignant du supérieur, je suis un docteur en agronomie, donc je pense que ce domaine, ce secteur est tellement vital. Le ministre n'a pas dit qu'il est pressé, il a laissé tout le temps, il est entré dans la population, il a fait une immersion terrible, qu'ils reviennent et que d'autres ministres aussi du gouvernement reviennent pour s'entretenir avec elle. Ces échanges ouvrent de meilleures perspectives pour l'avenir des 5 communes du plateau. En éducation, les candidats inscrits au baccalauréat session de juin 2026 procèdent depuis hier au retrait de leur relevé de notes sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'une opération qui se déroule dans plusieurs centres. Une équipe de notre rédaction effectue une descente au Seuil-le-Nokoué pour faire le constat. Candide Mouetta. Plus de 6 000 relevés à distribuer ici sur le site du Seuil-le-Nokoué après les phases de composition, de correction et de délibération. Les candidats, admis ou non, peuvent enfin entrer en connaissance de leurs notes et moyennes. Comme vous le voyez sur la cour du Seuil-le-Nokoué ici, les candidats admis et refusés sont tous là pour retirer leur relevé. C'est une opération qui va durer 2 jours. Il y a une répartition, certains viendront ici, c'est ceux qui notamment se trouvent dans les environs du Seuil-le-Nokoué. Les autres qui sont dans les environs de Ouida vont se référer au Seuil-1 de Ouida pour le retrait de leur relevé. Alignés en rang devant plusieurs postes de distribution, ces candidats, admis ou non, munis de la pièce d'identité et convocation, procèdent donc au retrait de leur relevé de notes et à la fin du processus, les visages sont soit joyeux ou un tout petit peu serrés. Les matières dans lesquelles j'ai l'habitude de travailler, ça n'a pas donné. J'étais un peu surpris aussi, très déçu. Bon, j'ai remarqué qu'il y a eu quelques erreurs au niveau de la composition, mais ça va. Je suis satisfaite. Et assez bien, 12h95.
Cette opération de retrait de relevé se poursuit ce mardi 21 juillet 2026 ici au CEG Lonoko tout comme au CEG Ouida. Et ces candidats qui n'auraient pas réussi à retirer ce précieux sésame devront se rendre à la direction de l'office du bac pour le faire. Faire de la femme une actrice majeure de la gouvernance politique, c'est l'ambition portée par le programme d'appui à l'égalité de genre qui poursuit son accompagnement en faveur de leadership féminin au Bénin après une première cohorte de 200 bénéficiaires formés et certifiés en juin dernier. Près de 200 autres venus des départements du nord du Bénin ont reçu leur attestation de fin de formation. Epiphane Chabi et Socrate Adantori. Après une première vague de 200 bénéficiaires ayant reçu leur attestation en juin dernier, le programme d'appui à l'égalité de Jean Paeg poursuit la célébration des acquis de sa première phase. Ce vendredi, près de 200 autres femmes venues des départements du nord et du centre du pays ont à leur tour reçu leurs attestations de fin de formation. Durant 36 mois, elles ont bénéficié d'un programme de renforcement de capacités axé sur le leadership politique féminin avec pour ambition d'accroître la participation des femmes aux instances de décision et à la gouvernance publique. Nous voulons célébrer dans cette salle une fierté, mais nous voulons que les personnalités qui sont ici présentes aussi soient les porte-paroles de la voix du développement au Bénin en ce qui concerne la participation des femmes. Elles veulent juste que ça se renforce. Elles veulent juste que des pères, des frères, des responsables de partis politiques leur fassent un peu de place. Financé à hauteur de 4,2 milliards de francs CFA par la coopération suisse en appui au gouvernement béninois, avec la contribution de plusieurs organisations de la société civile, le programme enregistre déjà des résultats probants. Les résultats sont porteurs d'espoir. Le programme a notamment contribué à l'émergence de la plus jeune femme élue députée, mes hommages. Cette réussite illustre le potentiel immense qui existe lorsque les mécanismes d'accompagnement, de mentorat et d'inclusion fonctionnent efficacement. Les pensionnaires que nous recevons aujourd'hui ne sont pas une récompense, ils sont une responsabilité. Ils ne marquent pas la fin de notre parcours, ils marquent plutôt le début de notre mission. J'en appelle donc à toutes mes sœurs récipiendaires. Investissons-nous pleinement dans nos partis politiques. Osons porter nos candidatures, osons diriger et surtout, osons décider. Je vous invite à poursuivre votre apprentissage, à entretenir des liens de solidarité tissés durant cette formation, à mesurer persévérance face aux difficultés et à continuer de servir votre nation avec compétence, responsabilité et engagement. Présent à cette cérémonie, l'honorable Ama Ganseb a précisé que le PAEG constitue un important levier de promotion du leadership féminin au Bénin. Elles ont été suffisamment formées et aujourd'hui, elles peuvent discerner le soutien à la mise en œuvre des politiques publiques au profit de l'État, du rôle qu'elles doivent jouer dans leur foyer respectif. C'est très intéressant et c'est ça qui m'intéresse surtout. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations, la distinction des partenaires et une photo de famille. Sécurité routière au Bénin avec l'installation de portiques de limitation de gabarit au niveau de l'échangeur de Godomé. Ce dispositif de prévention routière encadre désormais les entrées et sorties de l'échangeur, une barrière physique et visuelle pour décourager les gros porteurs et autres autocars trop ambitieux. Ulrich Gaba. L'échangeur de Godomé, point de passage névralgique pour des milliers de conducteurs, entre Cotonou, Abomey-Calavi et Ouida, renforce son dispositif de prévention routière. Depuis ce dimanche 19 juillet 2026, les usagers de cet axe routier ont découvert un nouveau dispositif de sécurité. Le gouvernement a dit il faut passer au camion le pot d'ISO d'Aga. Mais bien dit que si. Le fait qu'ils ont installé ce portif-là, c'est bien. Parce que sans ça, on n'est pas en sécurité.
parce que les camions chassent hors bagarre et ils traversent l'échangeur. Des portiques de limitation de gabarit encadrent désormais les entrées et sorties de l'infrastructure. Un signal physique pour alerter immédiatement les conducteurs dont le véhicule flirte avec la limite autorisée. Ces portiques mesurent ou bien limitent plutôt le chargement en matière de hauteur des véhicules de transport de marchandises. Dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, il y a une convention 14 qui a limité la hauteur maximale à 4,5 mètres au plus pour les véhicules de transport de marchandises. Alors, tout véhicule de transport de marchandises qui respecte ces normes peut librement circuler. Même les bus peuvent librement circuler. Le suivi est très important parce que c'est à de grands frais qu'on les installe. Plusieurs portiques ont été heurtés violemment comme ça de nuit et de matin on a retrouvé les barres de fer par terre. Parce que dans la nuit tard, il y a des camions qui courent, ils sont en train de dormir au volant jusqu'à ils vont aller coller les portifs. Donc ça crée des dégâts. La ligne rouge est désormais matérialisée, mais les autorités doivent veiller à ce que l'entrée dans la ville d'Abomey-Calavi via Godomey soit également pourvue de portiques limitatifs de hauteur pour éviter que le contrevenant têtu ne profite de cette faille pour s'engouffrer dans la spirale de l'échangeur afin de contourner le dispositif mis en place. Cette faille, bien que risquée pour les gros porteurs avec chargement hors gabarit, pourrait devenir une source de risque. La communauté internationale a célébré hier 20 juin 2026 la journée mondiale du jeu d'échecs. C'est un jeu né en Inde et qui continue de séduire dans le monde entier. À l'occasion de cette célébration, Brice Deogracias Menahi et Simon Rolonou sont allés à la rencontre d'un club de jeux d'échecs à Cotonou où de jeunes passionnés cultivent des qualités qui dépassent largement le cadre du jeu. Suivez le reportage. Poignée de main avant chaque affrontement, en signe de fair play. La partie peut commencer. Né vers le 6e siècle en Inde, le jeu d'échecs a traversé les époques et les continents pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des jeux de stratégie les plus pratiqués au monde. L'objectif est de mater le roi, mais comment on joue? Nous avons les pions qui se déplacent à l'ouverture de 2 cases ou d'une seule case, et pour capturer, ils doivent être face à leur adversaire, mais ils ne peuvent pas capturer dans leur sens de déplacement et capturent en diagonale avant. Mais derrière l'apparente simplicité du matériel, se dissimule un jeu d'une redoutable profondeur. Pour ces jeunes joueurs, les échecs sont bien plus qu'un simple passe-temps. Naturellement, je suis passionné du jeu, donc ça fait quasiment 5-6 ans que je joue aux échecs maintenant. Dans la vie réelle aussi, le jeu d'échecs permet de mûrir ses réflexions avant de prendre certaines décisions, mieux se comporter et avoir toujours la mentalité de gagnant, même dans la vie réelle. Réflexion, créativité, sens tactique, autant de qualités que cette discipline permet de cultiver et qui s'avèrent précieuses dans les défis du quotidien. Ce n'est pas juste un jeu, c'est aussi un outil d'apprentissage, mais également un outil d'amélioration des capacités des enfants au niveau scolaire. Et c'est justement pour ça que nous avons intégré le programme échiquier à l'école, dans les écoles ou dans certaines écoles. Ça permet de développer la concentration, la faculté d'anticipation, autant au jeu que dans la vie réelle. Et ça permet aussi de pouvoir résoudre des problèmes un peu plus complexes, étant entendu qu'aux échecs, c'est toute une question de stratégie, de combinaison, de tactique. Pour tout le monde, autant pour les enfants, pour les jeunes que pour les adultes, vous pouvez jouer de 7 à 77 ans, même à 80 ans. On a eu des tournois ici où des gens de 70 ans sont venus, ils ont joué. La plupart du temps, les gens le voient comme un jeu très sélectif, très élitiste. Oui, c'est vrai, ça l'est. Mais en même temps, rapprochez-vous des clubs d'échecs. On vous donnera la passion et l'amour du jeu et sans doute une certaine manière de vivre. Sur l'échiquier, chaque coup façonne un joueur plus patient, plus stratège. Une leçon de vie que les joueurs s'approprient partie après partie. Car non seulement les échecs sont le roi des jeux, mais ils demeurent aussi le jeu des rois.
Bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Et cette belle chute sur ce reportage-là qui découvre justement toute la valeur, l'intelligence qu'exige justement le jeu d'échecs. Merci beaucoup, Florence Moussa. Très bonne journée à vous et à demain. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Mesdames et messieurs, de la suite d'Actu Matin, beaucoup d'autres programmes qui nous attendent, mais avant, je dois vous rappeler que Canal 3 Bénin vous propose des rendez-vous d'information tout au long de la journée. Vous avez des rendez-vous notamment intermédiaires, on les appelle le bulletin de l'information dans notre jargon professionnel. C'est par exemple à 16h ou à 11h pour la casse-croûte informationnelle. Et vous avez aussi les grands rendez-vous, notamment à 13h, 19h30 et 22h30, l'édition de la nuit pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'asseoir devant la télévision pour suivre les informations sur Canal 3 Bénin. Pour l'heure, c'est Actu Matin qui se poursuit. Voici les sports. Kadi, bonjour. Tanguy, bonjour et bonjour à tous. Les champions du monde sont rentrés chez eux. Absolument, les heures qui ont suivi le sacre décroché, la Hoja a pris la direction de Madrid et l'a rallié ce lundi après-midi pour une célébration du titre dans la capitale espagnole. Comme vous vous en doutez certainement, la célébration du titre de champion du monde a donné lieu à une parade historique dans les rues de Madrid, rassemblant plus de 2 millions de personnes. Les joueurs de la Hoja ont défilé en bus à l'Impérial pour communier avec une foule immense avant donc de faire une fête sur la scène aménagée à la place de Cibeles, un véritable marathon festif dans la capitale. Ils ont été d'ailleurs reçus au palais de Zarzuela par le roi Felipe VI et la famille royale, puis se sont rendus au siège du gouvernement pour rencontrer le Premier ministre Pedro Sánchez. La journée s'est conclue, il faut le souligner, par un défilé à travers les avenues emblématiques de Madrid, achevé par une grande soirée musicale à Cibeles, rythmée par plusieurs artistes espagnols. Une belle célébration au retour, bien entendu, au pays de ces champions du monde en titre, après donc le titre décroché face à l'équipe de l'Albi Céleste en finale de cette édition de la Coupe du Monde avec un succès 1-0 et le deuxième sacre historique pour la Hoja après donc celui décroché en 2010 en Afrique du Sud. La Hoja avec son deuxième titre ainsi bien entendu s'inscrit au palmarès de la Coupe du Monde et bien entendu rejoint le cercle très fermé des équipes ou de ces pays qui ont décroché plusieurs trophées dans la compétition. Le Brésil en a 5 et son dernier remonte à 2002, tant que vous vous en souvenez certainement. L'équipe de l'Allemagne en a 4, l'Italie 4 également, l'Italie qui n'était pas de cette édition de la Coupe du Monde, bien entendu en Amérique du Nord. L'Argentine qui compte 3 et qui était en passe de décrocher son 4e, mais l'équipe de l'Espagne en a empêché. La France qui compte 2. L'Espagne qui compte aussi 2 désormais, l'Uruguay qui compte 2 et l'Angleterre qui en compte 1. Voilà donc, il faut le dire, le palmarès de ces pays qui ont tout au moins une Coupe du Monde dans l'histoire de la compétition. Et l'Espagne avec son deuxième trophée décroché 16 ans après son premier remporté en 2010 en Afrique du Sud rejoint donc ce cercle très très fermé des équipes qui ont un trophée ou 2 dans la compétition. Et quel est justement le parcours de nos champions du monde en titre? Il faut le dire, pour leur première sortie dans la compétition, c'était un nul 0-0 face à l'équipe du Cap-Vert. Victoire ensuite 4-0 face à l'équipe de l'Arabie Saoudite. Puis l'Espagne enchaîne avec un deuxième succès consécutif pour boucler la phase des groupes avec un succès 1-0 devant l'équipe de l'Uruguay. Puis à l'étape des 16e de finale, l'équipe de la Hoja s'est imposée par 3-0 à l'équipe de l'Autriche, suivi donc d'une victoire serrée et triquée 1-0 devant l'équipe du Portugal. Et puis en quart de finale, pour s'ouvrir les portes des demi-finales, l'équipe de l'Espagne s'est imposée par 2-1 à l'équipe de la Belgique, après donc s'être fait rattraper au score après l'ouverture du score. Et puis en demi-finale, la Hoja a dominé tactiquement et techniquement l'équipe de la France pour s'ouvrir les portes de la finale. Et pour ce qui est de la finale, on s'en souvient encore comme si c'était ce petit matin. L'Argentine s'est inclinée sur un score d'1-0 à l'issue des prolongations devant l'équipe de la Hoja, et la Hoja soulève son deuxième trophée dans l'histoire de la compétition. C'était dimanche soir dans le ciel
de New York au terme donc de cette 23e Coupe du Monde. Et après donc cette 23e Coupe du Monde, le classement actualisé de la FIFA a été dévoilé. L'Espagne qui prend la tête du classement, il faut le dire, hein, avec une place de gagner devant donc l'équipe de l'Argentine qui est deuxième sur ce classement. La France troisième, l'Angleterre quatrième. L'Angleterre qui a décroché la médaille de bronze de cette édition de la Coupe du Monde qui termine sur la quatrième marche au classement. Le Brésil cinquième. L'équipe du Maroc, Tanguy, c'est ce qui nous intéresse surtout en Afrique, hein, quand nos pays africains pointent ainsi sur ce classement, le classement mondial. L'équipe du Maroc qui gagne une place et se pointe désormais à la sixième place au classement. Le Portugal descend de 2 places, septième au classement. La Belgique monte d'une place, huitième. L'équipe des Pays-Bas qui a terminé, l'équipe fair play de cette Coupe du Monde, termine 9e, et puis le top 10 est bouclé par l'équipe du Mexique, l'un des pays co-organisateurs de cette édition de la Coupe du Monde. Tanguy, un mot sur ce classement? Je crois qu'il est relativement objectif, hein, quand on voit un peu ce que ça a donné au niveau donc de la participation de chacune de ces équipes à la Coupe du Monde. Le Maroc qui d'ailleurs sur ces 2 dernières éditions du mondial a été quand même le représentant africain qui a été le plus longtemps présent dans la compétition. Éliminé en quart de finale par la France. Absolument, éliminé en quart de finale par la France, éliminé au quart de demi-finale de l'édition d'il y a 4 ans par la même France, à l'étape des demi-finales. Il faut dire que c'est quand même une équipe qui construit en tout cas son jeu progressivement. Et puis le Maroc, c'est quand même un grand pays de football. Au-delà, je dois dire, des talents qui existent, il y a aussi que l'infrastructure existe et la politique accompagne aussi, notamment, je dois dire, les différentes tranches d'âge de compétition au niveau de cette discipline-là dans ce pays. Et vous savez, le Maroc se présente carrément comme, je dois dire, le pays hospitalier, le pays footballistique hospitalier de l'Afrique, parce que pratiquement toutes les compétitions sont jouées là-bas désormais. Même la dernière CAN a été jouée justement là-bas. La CAN féminine aussi qui va démarrer s'annonce là-bas. Donc on a l'impression que le Maroc domine largement aujourd'hui les débats en matière de football sur le continent, que ce soit du point de vue infrastructurel, du point de vue politique, du point de vue lobbying, du point de vue talent aussi. Parce que n'oubliez pas, le Maroc arrive quand même à mettons, se disputer avec l'Espagne, s'il vous plaît, se disputer avec l'Espagne sur, je dois dire, des talents qui hésitent entre jouer pour la Roja ou jouer pour les Lions de l'Atlas. Donc, il faut quand même dire que c'est un niveau très respectable et c'est normal qu'il se retrouve à évidemment sur ce classement. Il gagne une place et se pointe sur la 6e marche du podium. Et sur ce classement, vous ne l'avez pas vu, mais le Bénin pointe également à la 96e place sur ce classement. Est-ce qu'on avait besoin d'en parler? C'est un détail qui intéresse. Est-ce qu'on avait besoin d'en parler? Oui, le Bénin, voilà. Combien? 96e place sur bon, voilà. ce classement. Bon, généralement, c'est notre environnement, hein, entre 85e, 96e, parfois jusqu'à 110, 116, voilà. Bon. Donc on ne s'est pas trop éloigné de notre tradition. Absolument. Et le Bénin, bien, qui va débuter dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois, les éliminatoires de la Coupe du Monde pour la prochaine match du football continental, la CAN 2027, la CAN Pamoja. Autre chiffre de la Coupe du Monde 2026, 104 matchs disputés pour une édition historique à 48 nations pour un total de 308 buts inscrits. Hein. C'est plusieurs matchs disputés, 104 au total, je l'ai dit, 308 buts marqués. C'est pratiquement le double du nombre de buts marqués à l'édition 2022 au Qatar. 2022 au Qatar, c'était 112 buts marqués. Et bien entendu, en 2018, en Russie, 171 buts inscrits au total. Cette fois-ci, c'est 308 buts marqués. Autre chiffre également, l'Argentine termine avec la meilleure attaque de cette compétition avec un total de 17 buts marqués sur 8 de la France avec un total de 16 buts marqués. Surtout un homme, un goléador, Kylian Mbappé qui termine soulier d'or de cette édition, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Kylian Mbappé qui aura inscrit 10 buts des 16 inscrits par l'équipe de la France au cours donc de cette compétition. Autre chiffre également, on note bien entendu un peu comme des meilleures défenses, celle de la Tunisie
qui a concédé pas mal de buts dans cette Vous parlez compétition. de meilleure défense là De la pire défense, pardon. Défense, pardon. On a entre autres la Tunisie, 12 buts encaissés au total avec une différence de but de au moins 10, un peu comme l'Irak, à 12 buts encaissés aussi, 11 buts encaissés par l'équipe de l'Ouzbékistan, 10 buts encaissés par le Qatar, tout comme la Nouvelle-Zélande. Comment on fait pour encaisser 12 buts en 3 matchs? C'est assez curieux. Hein? Oui. J'avoue que ça doit être une galère psychologique pour les Tunisiens, en tout cas, cette participation à la CAN, ça aura été mémorable pour eux. Absolument, de terminer cette compétition sur cette note-là. Oui. Et surtout, c'était le premier pays africain à prendre la porte de la sortie sur les 10 engagés au coup d'envoi. Oui, avec deux douches, je crois, qui a obligé d'ailleurs la fédération tunisienne à renvoyer la Mouchi et aller trouver d'autres jobs en attendant de penser au football. Malheureusement, Hervé Renard, qu'on a appelé pour sauver les meubles, n'a pas pu grand-chose. J'espère véritablement que ça va permettre justement, le temps va permettre à cette Tunisie de reconstruire son équipe. Pourtant, la campagne pour la qualification aurait été des meilleures. Hein. Je crois qu'ils ont fait carton plein à peu près. Carton plein voilà, lors de la campagne. C'est assez curieux que ce soit cette prestation-là qu'ils offrent à la phase finale. En tout cas, depuis leur participation à la CAN 2025 au Maroc, on a vu justement ce joueur qui déclarait que la Tunisie a encore des choses à faire, a surtout du retard sur son football, pendant que le Maroc et les autres pays, un peu comme l'Égypte, même si on sait que c'est un football un peu finissant avec une génération qui n'est plus forcément la génération dorée qu'on connaît à cette formation de l'Égypte qui n'est plus en place actuellement. En tout cas, le Maroc fait ce qui est de mieux sur le continent actuellement. On a aussi des pays comme le Sénégal avec ces jeunes joueurs qui émergent et qui évoluent au plus haut niveau donc européen, au niveau des championnats plus UP, au niveau donc européen. Autre actualité toujours relative à cette Coupe du Monde. Après donc l'élimination ou plutôt la participation de certaines sélections, leurs techniciens ont pris la porte de la sortie, certains renvoyés, certains ont démissionné et c'est le cas de Rudi Garcia qui n'est plus sélectionneur de la Belgique. Le coach français a annoncé son départ après un parcours. Les Diables Rouges sont allés jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde, mais éliminés par l'équipe de l'Espagne avec une défaite de 2-1. On se rappelle, hein, l'Espagne a marqué, la Belgique a égalisé, mais par la suite, l'Espagne a pris le devant et s'ouvrir les portes des demi-finales. Et bien entendu, Rudi Garcia dit ceci: je souhaite à la Belgique beaucoup de succès pour la poursuite de la transition générationnelle que j'ai été fier d'aider à amorcer. On se souvient de cette déclaration, hein, les pays africains n'ont pas ce courage-là, ou plutôt cette chose-là de gestion des fins de match. Oui. C'est surtout ce qu'on retient de cet homme durant. Absolument, c'était venu comme une gifle, hein. Même si dans le fond, cette déclaration n'avait pas manqué de pertinence. Absolument. Parce que sur le terrain, je crois que les choses se sont illustrées à la façon dont il les voyait. Comment vous imaginez qu'une équipe comme, mettons le Sénégal qui mène 2-0 jusqu'à la 85e minute, perd 3-2. Par exemple, une rencontre, c'est assez ubuesque. Tout comme d'ailleurs, hein, l'Égypte, qui aussi tient, je dois dire, une qualification jusqu'à la 83e minute, 2-0 face à l'Argentine, pour s'incliner à la fin. La RDC qui a tenu 1-0 jusqu'à la 87e, 8e minute avant de céder. On a l'impression que les sélections africaines n'ont pas, en tout cas, la capacité mentale, psychologique et aussi physique de tenir les derniers instants des matchs. Et cela a expliqué l'élimination de beaucoup d'équipes à cette occasion-là. J'ai même oublié la Côte d'Ivoire, par exemple, aussi, qui nous a profondément déçus. Oui, surtout face à la Norvège. Absolument. Donc, quelque part, ces déclarations sont relativement objectives. Sauf que, bon, c'est venu de la façon dont elles sont venues. Oui. Et puis, ça ne pouvait pas vraiment s'accueillir avec beaucoup de joie sur le continent. Absolument, et ce à quoi on a surtout assisté durant toute la compétition d'ailleurs. Allez, un autre sélectionneur qui va prendre la porte de la sortie, c'est Julian Nagelsmann, le sélectionneur de la National Mannschaft, qui aura disputé une seule Coupe du Monde avec cette équipe allemande, en tant que technicien, en tant que
patron de l'encadrement technique. Il est déjà annoncé sur le point de départ et c'est Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool, qui est annoncé pour prendre les rênes de l'Allemagne. Jürgen Klopp qui sera peut-être le nouveau sélectionneur de la nationale mannschaft. Il va signer un contrat selon les informations jusqu'en 2030 et son arrivée devrait être officialisée vendredi et donc dans quelques jours. Klopp est-il l'homme de la situation pour la mannschaft qui, depuis son sacre en 2014, a surtout dégringolé sur les éditions qui ont suivi 2018, 2022 et maintenant en 2026? Oui, bon, vous savez, le football va très vite. Absolument. Les systèmes de jeu aussi vont très vite. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez peut-être le secret de résister. Demain, ce n'est pas évident parce que pendant que vous résistez, il y a quelqu'un qui pense à comment justement percer votre secret, votre mystère. Et donc, oui, on peut comprendre un peu cette dégringolade dont vous parlez. Mais en même temps, il faut s'interroger, est-ce que Jürgen Klopp peut véritablement prendre je dois dire la relève, parce que n'oubliez pas les conditions dans lesquelles il est parti de la tête de Liverpool. Oui. Il avait exprimé une certaine fatigue, je dois dire psychologique. Est-ce que le temps qu'il a passé là lui permet de se remettre d'aplomb du point de vue mental? Bon, il faut lui poser la question. Mais par contre, ce que j'ai constaté dernièrement, c'est que on a de plus en plus noté que les grands coachs de grands clubs ont commencé à s'intéresser de plus près et de plus en plus aux sélections nationales. C'est pas ce qui se passe. Regardez Zinedine Zidane, par exemple, en France. Qui n'a Dieu que pour l'équipe de France. Que pour l'équipe de France. Regardez par exemple aussi l'équipe du Sénégal qui aujourd'hui, parce que le sélectionneur a été remercié, attire du monde et pas que du simple monde. Beaucoup de gens qui ont quand même en main ou qui ont géré par le passé de grands clubs sur le continent européen. Donc, peut-être que les sélections nationales offrent beaucoup plus, je dois dire, de tranquillité parce que les compétitions ne viennent pas chaque matin, les matchs ne viennent pas chaque week-end, donc on a relativement une pause, une tranquillité d'esprit qui permet de profiter de ces vacances, le temps peut-être que les compétitions s'approchent. Et c'est certainement ce qui, à mon sens, pourrait expliquer cet appétit que les gens ont désormais pour les sélections nationales. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer pour cette sélection de la National Mannschaft qui a été éliminée par l'équipe, il faut le souligner, une certaine rumeur a même annoncé Didier Deschamps en Belgique. Ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. Parce que j'ai checké hier, fatigué, je n'ai pas vraiment eu cette confirmation. Oui, c'est une rumeur qui est tombée hier un peu dans l'actualité. On va justement suivre de très très près cette rumeur, surtout de voir si l'officialisation viendra dans les toutes prochaines heures. On va s'intéresser à autre chose maintenant, on en a assez parlé. Coupe du Monde ce matin. Et tiens, il faut le dire, les Guépards ont fait la promesse d'être à la prochaine édition en 2030. Je ne vous cache aucun secret. Ils ont fait la promesse à qui? Il faudrait que ça se fasse devant caméra, parce qu'on n'a pas besoin de promesses en cachette. Nous, on a besoin que les gens qui promettent assument leurs promesses, parce que déjà, on a quelques difficultés, notamment pour la CAN qui s'annonce là. Oui. J'espère véritablement qu'on y sera. En tout cas, on va croiser les doigts et voir justement ce qui se passera. Les Guépards U20, eux, seront au tournoi UFOA-B des moins de 20 ans à Yamoussoukro dans les tout prochains jours. Bien entendu, en Côte d'Ivoire, la compétition s'ouvre dans un peu moins d'une semaine à Yamoussoukro. Après donc 2 différents stades de préparation à Misrete, la sélection junior a entamé sa dernière ligne droite vers la compétition au cours donc de cette dernière mise au vert qui a pris son envol depuis quelques jours. Les Guépards juniors ont disputé le week-end un match amical avec leurs homologues éperviers venus du Togo au stade de Kégué à Lomé. À l'arrivée, ils se sont inclinés sur un score de 2-0. Une opposition qui devrait servir de baromètre pour corriger les imperfections notées et mieux aborder la compétition. Les Guépards U20 qui disposent encore de quelques jours avant leur entrée en lice face à leurs homologues de la Côte d'Ivoire pour cette compétition. Rappelons qu'à l'issue du tirage au sort pour ce tournoi FOB des moins de 20 ans, les Guépards sont logés dans le groupe en compagnie de la Côte d'Ivoire et du Niger. Un groupe, il faut le dire, de 3 nations. Et dans le groupe B, ils sont 4. On a le Nigeria, le Ghana, le Togo et l'équipe du Burkina Faso. Après donc les phases de groupe, seulement les 2 premiers de chaque poule vont se retrouver en demi-finale pour la suite de la compétition. Et le tournoi, il est surtout qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Rappelons qu'en 2023, ces Guépards juniors étaient en Égypte pour la compétition, la CAN U20. Et depuis lors, ils n'ont plus participé aux éditions qui ont
suivi. La U20, on en parle, mais on s'intéresse au sexe féminin. Les dames U20 s'activent pour la Coupe du monde féminine de Pologne 2026. Depuis quelques jours, elles ont entamé le stade de préparation à Cotonou. Ils s'activent d'ores et déjà pour cette première historique qui s'apprête à entrer dans les annales du sport béninois et du football féminin, en particulier la participation de nos Amazones U20 à la toute première fois à une Coupe du Monde, et ça sera justement en Pologne. Et Abdullah Ouzerou et son staff technique s'attellent depuis quelques jours et sur l'installation du stade général Mathieu Kéko à Cotonou. Ces Amazones U20 s'activent avec des séances quotidiennes pour préparer au mieux cette compétition au cours donc de ce stage qui va donc venir et qui précède les autres à venir avant donc le départ de la délégation pour Pologne en vue d'une participation plus réussie à cette compétition. Et les ambitions sont claires, ne pas faire pied de figure en Pologne pour cette toute première participation du Bénin à cette Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Et d'une sélection à une autre, les athlètes de la Fédération béninoise d'athlétisme s'activent depuis quelques jours pour le tournoi de 5 nations qui va se dérouler à Ouagadougou dans les tout prochains jours. Et depuis le week-end écoulé, comme vous le voyez sur ces images, ils sont près d'une vingtaine internés au camp de préparation de la sélection pour mieux affiner leurs armes en vue d'une bonne représentativité du Bénin sur la scène sous-régionale. Il s'agit entre autres des athlètes qui seront alignés sur les 100, 200, 400 et 800 mètres, les différents sauts, le lancer de poids, le triple saut et les épreuves collectives telles que le 400 mètres raid. Depuis quelques jours, ils sont soumis à des séances techniques très intenses sous la houlette des encadreurs qui s'activent à leur offrir la meilleure préparation en prélude au tournoi. On va écouter ici quelques athlètes qui prennent part à ce camp de préparation. Le camp se passe très bien, vu le caractère des coachs envers nous. Ils nous soutiennent psychologiquement à travers des renforcements un peu mentaux, parce qu'à l'approche des compétitions, nous sommes souvent stressés. Donc, ces coachs nous motivent un peu, nous soutiennent. Les séances se passent très bien. Comparativement à ce qui se passe à l'entraînement chez nous, il y a une différence ici, ce qui nous permettra de mieux améliorer nos performances le jour de la compétition. Comme tout athlète, moi je promets juste d'améliorer ma performance et de viser une médaille pour le peuple béninois. Le camp, ça se déroule bien. Techniquement, on peut dire que Fidèle est presque prête. Il reste aussi la psychologie à travailler, mais Fidèle sera prête avant le 22. Moi, Fidèle, je promets un 14 au 100 et 1m70 à la hauteur. Et je promets 15 faibles sur les 100 1m60 au saut en hauteur et 5m80 au saut en longueur. Donc de ces athlètes, de quelques-uns de ces athlètes qui vont défendre les couleurs nationales dans les tours au prochain jour à cette compétition, au cours donc de cette compétition, le tournoi des 5 nations d'athlétisme qui va se dérouler à Ouagadougou, Burkina Faso. Que retenir donc de ce qui est du contenu de la préparation de ces athlètes? On va écouter ici l'une des personnes qui sont justement dans le staff technique de cette sélection. Les enfants sont physiquement au top et ils se préparent très bien pour mieux s'exprimer lors du championnat des 5 nations à Ouagadougou. Un peu de réglage sur les points techniques pour permettre aux enfants de mieux s'exprimer. Je ne peux que remercier d'abord le gouvernement et le ministre, et ensuite la Fédération béninoise d'athlétisme qui donne vraiment une opportunité à ces enfants qui essaient d'afficher les potentiels qu'ils ont. Donc, ce qui est du contenu de la préparation de ces athlètes, et c'est sur ça, Tanguy, qu'on va boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide Ronretor. Vous passez une très très bonne journée. Merci, à demain. À demain. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, c'est nos moments d'échange avec mes deux invités ce matin. Je vous propose qu'on passe un tour à la régie, le temps de la transition pour justement recevoir mes deux invités par ici.
Ce matin, on va parler des 35 ans célébrés par Radio Univers. Radio Univers, si vous ne la connaissez pas, c'est la radio formatrice installée sur le campus d'Abomey-Calavi depuis une quarantaine d'années maintenant. Elle aura participé à la formation d'un grand monde de journalistes devenus professionnels sur l'échiquier professionnel médiatique national. Depuis hier, elle célèbre ses 35 ans de vie et pour cet événement, je reçois ce matin deux de ses dirigeants, Eustache Roumambou, directeur adjoint de la radio. Monsieur Roumambou, bonjour. Bonjour Tanguy. En face de vous, Augustin Awelete, secrétaire général de la radio. Monsieur Awelete, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur mon plateau ce matin. Quand on dit que Radio Univers a 35 ans, ça vous dit quoi vous jeunes? Pour nous, c'est une fierté au fait d'être au pouvoir et célébrer ces 35 ans avec nos aînés qui ont pris par là depuis 1990. Monsieur Awelete? Quand on parle de 35 ans, c'est les noces de rubis. Donc, on est fiers quand même d'avoir une radio qui célèbre 35 ans. C'est que c'est un fils qui a forcément grandi. Donc, quand vous avez 35 ans, c'est quand même une joie. 35 ans, c'est beaucoup d'années suffisamment passées là aujourd'hui. Quand vous voyez tout ce qu'elle a pu faire, mettons, en apportant, on doit dire, de la formation à tous ceux qui ont payé par là, comment vous la sentez dans vos mains, vous à qui on a légué cette maison? C'est une fierté totale en ce sens que ça permet bien sûr à ces jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller s'inscrire dans les écoles de journalisme pour aller payer 400 000, 500 000 de contributions, mais qui quand même prennent par là pour pouvoir se faire former, pour atteindre également leurs rêves. Moi, par exemple, je ne dirais pas que je n'ai pas les moyens, mais c'est grâce à Radio Univers aujourd'hui que je dirais je suis ce que je suis. Et pareil pour beaucoup d'autres qui sont sur la presse nationale, qui sont dans les médias, sur les chaînes de télévision et autres, qui n'ont fait que Radio Univers aujourd'hui vivent de cette radio. Monsieur le secrétaire général? Radio Univers, c'est comme un héritage que nous avions reçu de nos prédécesseurs. Donc, nous essayons quand même de prendre soin de cette radio parce que quand vous léguez un héritage, vous êtes contraint à bien le gérer et à faire en sorte qu'il grandisse le plus. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes de pouvoir quand même garder l'héritage et la faire grandir. Alors, on sait que faire 35 ans, ce n'est pas forcément un long coup d'eau tranquille, beaucoup de galères, beaucoup de difficultés. Et surtout ces derniers temps aussi, on ne sait pas ce qui se passe. La radio est entre tiraillements, entre polémiques. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur adjoint? Bon, il n'y a pas de polémique en tant que tel. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu un incendie à la radio, ce qui a fait que on a presque perdu la radio, je dirais, mais par la grâce de Dieu, par la grâce grâce à nos aînés, à nos douaniers qui sont dans le domaine et grâce à quelques partenaires également. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu un incendie l'année dernière et un matin, on est venu. 2025. Bien sûr, on est venu, la radio était en feu, on ne pouvait plus rien récupérer. Pas de micro, pas de fil, pas d'ordinateur, tout est parti en fumée, on ne pouvait plus absolument rien récupérer. C'est ça. Émetteur, tout et tout. On ne pouvait plus rien. Mais comment ça s'est passé la récupération maintenant? Bon, c'est grâce à je ne dirais pas notre dynamisme, mais grâce à nos partenaires, on a su relever le défi quand même. Et aujourd'hui, Radio Univers de retour. Monsieur le secrétaire général, j'ai parlé de polémique, vous avez soigneusement, enfin le directeur a évité soigneusement de l'évoquer. Pourtant, c'est une réalité ces dernières années. Ces polémiques, ce n'est pas forcément des polémiques assez politiques. Je peux dire que c'est des polémiques techniques parce que là, nous sommes dans des démarches quand même pour certaines légalisations de la radio auprès du rectorat et également auprès de la RAC. Donc, vous savez, là, il y a plusieurs couches qui régissent au cours de cette radio. Et avec cette radio, nous devons prendre en compte, par exemple, le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi, également la RAC et également les acteurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, là, il y a toujours, quand il y a plusieurs corps qui doivent rester ensemble et faire sortir une décision, il y a toujours des prises de bec et autres. Donc, ce n'est pas une crise aussi politique. Alors, vous avez engagé donc des actions pour célébrer les 35 ans. Comment ça se passe depuis hier? Depuis hier, il y a eu le lancement officiel des festivités des 35 ans. À ce lancement, il y a eu des anciens également de la radio qui ont fait la radio. Il y a eu un panel également pour raconter un peu l'historique de la radio, les conditions dans lesquelles la radio
a été mise en place par le père fondateur Samuel Lydia, mais également des projections au cours du panel sur ce qu'il faut réellement pour que la radio continue quand même de survivre avec les nouvelles normes au niveau de la presse. Monsieur le directeur adjoint. Bon, comme il l'a si bien dit, et après ce lancement officiel qui a eu lieu hier, on a fait une petite caravane pour annoncer à la communauté universitaire que Radio Univers a démarré cette célébration des 35 ans. Et déjà dans la journée d'aujourd'hui, il y a une exposition de foire, donc ceux qui désirent aussi profiter de cet événement pour acquérir certains produits, peuvent se rapprocher. Qu'est-ce qui est exposé là-bas? Les micros, Non, mais on a des partenaires qui nous accompagnent. Les dossiers. Non, pas du tout. Il y a des partenaires qui nous accompagnent et ces partenaires sont là pour passer le nombre à la lumière en quelque sorte au fait. Qu'est-ce qui est prévu fondamentalement pour, dans le cadre de ces 35 ans-là, au-delà de ce à quoi on a pu assister hier? Bon, en dehors de ça, il y a déjà la grande caravane qui est prévue pour je dis caravane, le concert qui est prévu pour le vendredi prochain avec des guests de la musique béninoise. On aura Bobo, on aura Priscite, on aura Tonazé, Celt, la CIP et plusieurs d'autres également. Même Credo sera également de la partie. À part le concert, on aura des marches de gala et surtout la journée du vendredi 31 va être une journée de réflexion générale pour toutes les générations de la radio depuis 1990 jusqu'à nos jours. Parce que hier, juste après le débat, lors du débat d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a cette envie d'accompagner la radio, de formaliser les choses. Mais il va falloir que ça soit entre toutes les générations de la radio. Du coup, la journée du vendredi 31 va être une journée de réflexion totale pour les anciens. Et ensemble, on va voir dans quelle mesure on peut formaliser les choses, dans quelle mesure on peut reconstruire autrement la radio. Ça va être une matinée vraiment chargée, ce 31 en question. Et dans la soirée du 31, il y a la soirée de gala. Et lors de cette soirée de gala, on va faire une diffusion de documentaires. Ces anciens qui ont pris par là, ils ont pu compter un peu l'histoire de la radio, de leur manière. Les autorités qui ont également pris par là, même le recteur de 1990. Il a dit un peu dans quel contexte il a accepté la radio à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, ce documentaire sera également diffusé le 31. Outre le caractère festif fait par le il y a également d'autres aspects techniques qui sont mis en place. Par exemple, aujourd'hui, mardi campus, il y aura les anciens présidents des différentes fédérations et un ancien recteur. Il sera bien sûr là, un ancien recteur et président de fédération. Les anciens responsables également de la radio pour les émissions. Mis à part ça, il y a les éditions du journal Parler seront faites par différentes promotions. Par exemple, hier, c'était la promotion 2021. Oui. Aujourd'hui, ça sera probablement la promotion 2016. En week-end, je pense que c'est la promotion 2017-2018. Donc, chaque jour, il y a les anciennes promotions qui viendront présenter le journal. Donc, il y a aussi le caractère festif et le caractère technique. Donc, avec différents panels pour quand même essayer de redorer le blason de Radio Univers. Hier, lors des discussions, le père fondateur de cette radio, Samuel Lydia, à qui je pense d'ailleurs, a déploré en fait la radio est restée telle qu'elle est depuis qu'elle a été créée. C'est une déception pour vous aussi ou c'est une fierté? Bon, c'est une déception d'une manière ou d'une autre. Une déception parce qu'une radio qui a déjà 35 ans ne devait plus être dans ces conditions. Mais vous n'êtes pas une radio comme toutes les autres radios. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, quand on a 35 ans, on doit chercher à grandir plus. On doit chercher à améliorer sa condition de vie, le cadre de vie d'ailleurs. Et donc, c'est une déception générale même d'ailleurs pour tous les membres de la radio. Les anciens, surtout les anciens. Ce n'est pas forcément une déception, mais il y a une partie de fierté. Nous sommes fiers parce que le 11 janvier 2025, nous avons tout perdu à Radio Univers. Mais aujourd'hui, nous avons une radio qui fonctionne. Donc, ce qui a été bâti peut-être pendant 34 ans, nous avons pris un an quand même pour l'amener au moins à 80%. La déception, je pense que c'est beaucoup plus au niveau des formalités. Comme nous sommes une radio avec un statut assez particulier, ce n'est pas une presse comme les autres presses, c'est plutôt une radio-école. Donc là, c'est le père fondateur déçu que jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de statut vraiment, on dit Radio Univers a un statut auprès de la RAC est reconnu à 100% comme une radio-école et également au niveau du rectorat. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut lui faire changer de statut quand on sait que c'est une radio-école? Est-ce qu'il ne faut pas la laisser dans son statut de radio-école son statut est là. Plutôt que d'aller chercher des histoires auprès de la RAC? Parce que la RAC
ne connaît que les tests. Et dans les tests, il n'est pas prévu radio-école quelque part. Oui, mais je pense que si nous existons et que nous émettons, il y a toujours le regard également de la RAC, même si nous n'avons pas déjà les formalités. Donc, la RAC a certainement un œil sur nous, mais vaut mieux aller vers la RAC pour quand même moins formaliser que nous sommes une radio-école. Je pense que les démarches sont en train d'être menées également avec le rectorat. Le 27 janvier 2026 de cette année, nous avons tenu également une assemblée générale où nous allons réviser les tests de la radio pour pouvoir quand même impliquer les acteurs au niveau du rectorat. Donc, je pense que quand nous serons réellement prêts avec le rectorat ainsi que le COUS AC, nous irons maintenant voir la RAC, là, sous tutelle également du rectorat. Oui, vous avez déjà rejoint? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas se rapprocher de la RAC en tant qu'étudiant, parce que nous autres, nous sommes étudiants. Et donc, c'est vrai que c'est une radio des étudiants, mais est-ce que la RAC va accepter, formaliser une radio ou bien donner des formalités ou bien donner une fréquence officielle à une radio dirigée par des étudiants? Du coup, il est important d'associer les autorités universitaires, le rectorat, le COUS et autres, afin de rendre les choses formelles. De cette façon, vous allez vous rendre dépendant de ces autorités-là qui n'ont pas forcément envie d'avoir une certaine liberté au niveau du traitement de l'information. Justement, c'est là le réel souci. Et c'est ça qui fait que depuis 1990, les choses ne sont pas encore formalisées parce que le rectorat va décider autre chose, le COUS va aussi décider autre chose et nous également, dirigeants de la maison, on va décider autre chose. C'est ça qui fait que depuis ce temps, on continue de tirer, mais je pense que nous sommes au bon moment et les démarches sont en train d'être menées pour que les choses soient... Oui, mais que dit la fédération qui est l'entité à laquelle justement la radio est rattachée, puisque la radio est une institution spécialisée de la FNEB. La fédération, l'objectif principal de la fédération, c'est que Radio Univers reste une radio des étudiants. C'est l'objectif principal de la fédération. Ne s'ingère pas de la façon dont nous donnons l'information à la radio. Nous sommes totalement indépendants quand il s'agit de donner l'information. C'est pourquoi dans les nouveaux tests prévus, il y a un conseil d'administration dans lequel il y aura le recteur ou le représentant du recteur, la directrice du coup ça c'est ou son représentant, également le directeur de Radio Univers qui sera également dans le conseil d'administration, également les fédérations, la fédération de tutelle également, qui aura également son mot également dans le conseil d'administration. Avant d'avoir le volet même technique du CODI élargi. Il y a aussi l'association des anciens qui a été mise là pour quand même nous épauler parce que cette association est là également pour garantir une bonne formation. Il y a aussi ce risque-là, puisque depuis un bon moment maintenant, on procède aux élections pour l'éligibilité à la représentativité des organisations estudiantines. Quand la FNEB va un jour perdre les élections, ne sera plus représentative. Est-ce que la radio va continuer à exister? Parce que dans les tests, c'est l'organisation la plus représentative. C'est-à-dire ici aujourd'hui la FNEB perd les élections, c'est que nous sommes tous sous FNEB, mais l'organisation qui nous représente là, c'est l'organisation qui aurait gagné les élections. Ah d'accord, donc ce ne sera plus alors uniquement rattaché à la FNEB. Non, mais on est rattaché à la FNEB, mais c'est l'organisation la plus représentative qui aura gagné les élections, qui va nous représenter au niveau des institutions campus. Conseil d'administration. Alors j'espère véritablement que ça va vous permettre de continuer à garder la main libre pour continuer à donner les informations de façon autonome. Bien sûr. Alors maintenant, à quel niveau sont véritablement, je dois dire, les démarches qui sont en train d'être menées? Vous avez dit que vous avez fini de réviser les tests. La suite, c'est quoi? La suite, nous avons déjà déposé ces tests révisés au niveau du rectorat. Donc, ils sont en train de prendre le temps quand même de lire et de revoir s'il y a des trucs à corriger pour vraiment statuer avec un vrai statut juridique pour que nous puissions quand même maintenant déclencher et aller vers la RAC. Oui. Effectivement, les tests sont déjà au niveau du rectorat. Ils vont prendre le temps pour analyser point par point et nous faire un retour. Et on va essayer d'harmoniser tout cela afin de mener les démarches pour aller de l'autre côté de la RAC pour la formalisation. Une dernière curiosité, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir maintenant que les appuis financiers se sont raréfiés auprès des structures et des organisations d'étudiants? C'est difficile, très difficile et vraiment difficile en ce sens que sans subvention, sans soutien en tant que tel, on essaie de s'appuyer sur les quelques partenaires qui nous font confiance et en qui on se donne comme cela se doit pour pouvoir s'en sortir. Sinon, venant des autorités, pas de moyens. Même pour la célébration des 35 ans, par exemple, on n'a pas de subvention, on n'a pas de sponsor en tant que tel, sauf les quelques partenaires qui nous accompagnent. C'est pour la bonne cause, non? Ça vous permet quand même d'être autonome. Bon, moi j'ai comme on peut.
Monsieur le secrétaire général? On ne va pas dire que les autorités sont restées, les poches ne sont pas restées muettes au niveau des autorités. Je vous rappelle qu'en 2024, le rectorat avec l'ancien recteur Félicien Avlessi, ils nous ont aidés pour l'achat de nouvelles émetteurs avant que cet émetteur ne prenne feu. Donc, le recteur n'est pas resté insensible par rapport à ça. Même malgré qu'ils nous ont aidé à acheter un nouvel émetteur pour émettre, on n'a jamais eu de contraintes dans la division de l'information. Donc, ils nous aident quand même beaucoup au niveau de la technique. Et quels sont vos rapports avec justement, dans le contexte actuel, avant la validation du test que vous avez révisé, quels sont les rapports entre la radio et l'administration universitaire? Jusque-là, nous n'avons aucun souci avec l'administration universitaire qui est là actuellement, aucun souci. Nous entendons très bien. La belle preuve, la salle que nous avons eue hier, c'est l'administration qui nous l'a offert gratuitement. Donc, tant que nous déposons un courrier, quel que soit ce que nous demandons, le rectorat actuel répond vraiment présent. C'est le moment même de saluer l'actuel recteur, le professeur Charlemagne Higué, qui nous aide lorsque nous frappons à sa porte. Il y a depuis quelques années maintenant l'État qui a décidé de créer une école en formation journalisme. D'ailleurs, l'école avait été installée à Savalou avant de plier bagages et de les ramener sur le campus d'Abomey-Calavi. Donc un peu plus proche de vous. Est-ce que vous êtes en partenariat, en collaboration? Comment ça se passe, le lien? Bon, de l'autre côté, petit coin. Bon, je dirais chacun dans son petit coin, mais d'une manière ou d'une autre, quand ils finissent la formation, quand les étudiants finissent la formation de l'autre côté, ils viennent vers nous pour les stages académiques en quelque sorte au fait. Vu que la radio est déjà là, nous on a l'équipement qu'il faut. Donc quand ils font les cours théoriques de l'autre côté, ils viennent chez nous pour les stages. Et quelle est la validité de ce qu'ils viennent faire chez vous, justement? Non, c'est une manière pour eux d'appliquer en quelque sorte ce qu'ils apprennent là-bas. C'est juste ça, en fait. Monsieur le secrétaire général? Par rapport à ça, nous n'avons pas un contrat formel avec les autres entités. Et vous n'avez pas cherché à en avoir non plus. Mais non, nous l'avons cherché. C'est pourquoi nous sommes dans un processus de reconstruction. Donc, tout est actuellement, nous essayons quand même de réviser nos tests pour nous formaliser par rapport à tout. Allez, un mot pour finir rapidement ces échanges. La fête est belle, certainement actuellement sur le campus. Je vous laisse conclure rapidement nos échanges ce matin, à commencer par le directeur adjoint. Merci beaucoup à vous, merci aux téléspectateurs également. Et nous les invitons vivement à nous accompagner pour la réussite de cette célébration qui est prévue du 20 au 31 juillet. Et surtout, qu'ils n'oublient pas le Ici en concert qui est prévu pour le 24 prochain. Nous invitons tout le monde à venir soutenir Radio Univers dans la fête de ses 35 ans parce que le thème retenu c'est Radio Univers 35 ans au service de la communauté au cœur de la jeunesse estudiantine. Donc nous invitons toute la communauté estudiantine, nos auditeurs à participer à cette fête avec nous. Eustache Roumabou, directeur adjoint de Radio Univers, et en face Augustin Awelité, secrétaire général de la dite radio. Merci d'être venu sur mon plateau. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, ce sera justement la page santé. Voici la transition pour la page santé. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Gilles Diétarion, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Spécialiste en alimentation et diététique. Avec vous ce matin, on va s'intéresser un peu à quoi manger pendant les vacances et comment manger justement pendant ces vacances. Une curiosité, je ne sais pas si c'est une impression. Quand les enfants vont en vacances, on a bien l'impression qu'ils mangent 2 à 3 fois plus que pendant le temps scolaire. Justement parce que pendant la période des cours, les apprenants, bien évidemment, sont soumis
à un planning à l'école. Donc, ils se lèvent déjà tôt et puis ils sont beaucoup plus occupés à l'école, ce qui fait qu'ils n'ont pas cette latitude pour liberté de chercher à manger n'importe comment. Maintenant, pendant la période des vacances, ces enfants sont au repos. Et donc, il y a l'ennui, il y a également le temps passé devant la télé, devant, comment appelle-t-on, les différentes distractions qui les amènent à beaucoup être concentrés, beaucoup plus sur l'alimentation. Donc, ils ont envie de s'égayer, ils ont envie de manger parce qu'ils ont le temps, ils ne sont pas tellement occupés par des activités intellectuelles qui vont nécessairement les amener à ne pas trop manger. Donc voilà un peu ce qui fait que les enfants mangent beaucoup plus pendant la période des vacances. Qu'est-ce qu'un bon parent devrait avoir comme attitude? Leur limiter la fréquence d'alimentation ou bien leur laisser la main libre totalement? Alors déjà pour les enfants qui sont en pleine croissance, il faut reconnaître que limiter les enfants dans l'alimentation n'est pas forcément recommandé. Il faut laisser les enfants manger, d'accord, tout ce qu'ils veulent, mais de manière disciplinée. Et c'est ça que nous allons voir, d'accord, tout à l'heure, pour que véritablement cette consommation, cette surconsommation pendant la période donc, des vacances n'ait pas véritablement un effet négatif sur eux lorsqu'ils vont chercher à reprendre les cours. Donc on peut les laisser aller visiter les fast-food comme ils l'entendent, aller, mettons, prendre quelques cafés et ainsi de suite, puisque c'est les vacances, c'est ça? Pas du tout. Alors comment on fait? D'abord, il est déjà très important de cibler quelques aliments auxquels les parents doivent faire très attention dans l'alimentation des enfants. Je vais les résumer en 3 catégories. La première catégorie, c'est bien sûr les boîtes de conserve. Tout ce qu'on appelle boîte de conserve, que ce soit les sardines en conserve, que ce soit la tomate en boîte, nous devons tout faire pour limiter, d'accord, la consommation de ces aliments aux enfants. Pourquoi? Parce que ces aliments, généralement, sont conservés par des additifs dont le bézoat de sodium, par exemple. C'est vrai que ce sont des additifs qui sont autorisés, mais il faut reconnaître que ces additifs, à force de les consommer fréquemment, finissent par véritablement avoir un effet négatif sur l'organisme. Et si nous parlons de benzoate de sodium, je vais faire un rapprochement avec le formol, par exemple, qui est utilisé pour conserver les cadavres. C'est vrai, ce n'est pas le même principe actif, ce n'est pas le même principe de fonctionnement, le même mécanisme d'action, mais c'est des mécanismes qui se rapprochent. Et donc, à force de consommer ces boîtes de conserve, à la longue, ça a un effet sur tout ce qui est terminaison nerveuse au niveau donc des enfants. Et c'est justement pour ça que nous allons constater qu'il y a des enfants qui sont très actifs, mais qui n'arrivent pas véritablement à être concentrés et à avoir une réflexion profonde devant des situations académiques qui se présentent à eux. Et aussi, ces additifs, également, à force de les consommer, à la longue, c'est pour cette raison que vous allez voir que des jeunes, aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui sont dans des problèmes de kyste, des problèmes de fibro, des jeunes hommes qui sont dans des problèmes d'éjaculation précoce. Donc, c'est tout un désordre qui s'installe dans l'organisme si nous laissons les enfants consommer, donc accumuler, voilà. Donc, c'est l'accumulation, le vrai problème. Et la deuxième catégorie, c'est bien sûr les produits congelés. Les abats, c'est-à-dire les ailes de poulet telles que les ailerons que nous consommons, comment appelle-t-on, les poulets congelés. Tous ces produits également, d'accord, sont à éviter parce que ce sont des produits qui contiennent le mauvais gras, c'est-à-dire les lipoprotéines à densité faible, qui n'ont pas un bon effet sur le cœur ni sur le cerveau. Et la troisième catégorie d'aliments qu'il faut éviter, c'est ça d'ailleurs que les enfants aiment, ce sont les sucreries. Il faut chercher à donner le bon sucre aux enfants. Il y en a de mauvais, il y en a de bons. Comment on fait la différence? Oui, le bon sucre, c'est le sucre qui se retrouve au niveau justement des fruits, des légumes, d'accord, des produits locaux. Et le mauvais sucre, c'est ce qui se retrouve dans les produits ultra transformés, dans les jus de fruits industriels. Ce sont des sucres rapides qui véritablement entrent très rapidement dans l'organisme. Et lors de l'accumulation, telle que nous l'avons dit au fil du temps, ça peut aussi causer des problèmes aux apprenants, notamment sur leur cerveau, ce qui les empêche véritablement de faire face aux situations académiques. C'est très compliqué de manger quand on vous écoute. Non seulement c'est compliqué, mais en plus il faut beaucoup débourser parce que le jus avec du sucre qu'on trouve dans les points de vente et autres boutiques là sont moins chers que les jus, mettons, nature que vous nous proposez par exemple. C'est un gros budget que d'aller manger alors. Qui vous dit ça? Ah oui? Dans tous les coins de rue, partout, vous avez les fruits. Au marché, vous avez les fruits. Qui ne sont pas à prix accessible comme ça non, pour le moyen. Ça dépend. Et ça dépend aussi de la portion de ce que vous mangez.
Vous voyez, nous sommes tout le temps dans l'exagération. Et si nous pouvons respecter les portions recommandées, je pense qu'on peut, même avec un peu de moyens, rester véritablement dans une bonne alimentation. On ne va pas se lever le matin et manger une banane seulement, non? Ah, mais il faut quand même associer la banane que vous voulez manger avec d'autres aliments qui peuvent apporter de bons nutriments. Et tout à l'heure, j'ai parlé des produits congelés. Et nos produits locaux sont là, les poules, nos poules écologiques. Qui coûtent 2-3 fois plus cher justement que ces produits congelés. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Non, mais actuellement, je pense que il faut féliciter le gouvernement qui est là, qui aujourd'hui est en train de promouvoir la production locale et également de limiter un peu les importations. Et ça va forcément permettre à ce que la production soit beaucoup plus grande, ce qui va diminuer le prix sur le marché. Et on le constate d'ailleurs, puisque nous sommes dedans tous les jours. Nous recommandons donc ces produits locaux à toutes les personnes que nous accompagnons sur le plan alimentaire. Vous avez commencé à parler de discipline. À quoi ça va ressembler, par exemple? Alors, la discipline, déjà, c'est de commencer par fixer des heures de consommation. Il faut avoir un calendrier. C'est très important. Ce qu'on appelle un agenda alimentaire. D'accord? Il faut l'avoir. Il ne faut pas se réveiller le matin. À 7 heures, déjà, on trouve quelque chose ici. On consomme. À 10 heures, on trouve Atassi qui passe. On appelle Atassi. On mange. On trouve, comment on appelle-t-on? Ablo. On consomme. Non. Il faudrait avoir véritablement un agenda de telle heure à telle heure. Vous êtes autorisé à manger tel aliment. De telle heure à telle heure, vous êtes autorisé à manger tel aliment. Et donc, si vous suivez véritablement, vous avez un calendrier dans lequel vous respectez le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, les collations, je crois que vous aurez véritablement une alimentation équilibrée qui ne va pas véritablement avoir un effet négatif sur vous lorsque vous allez finir les vacances. Oui, mais les enfants sont seuls à la maison actuellement. Les parents sont au boulot. Comment est-ce qu'on peut les contraindre à respecter ces rendez-vous que vous fixez? Non, mais c'est aux parents de prendre toutes les dispositions. Si vous voulez laisser votre enfant seul à la maison, il faut quand même essayer peut-être de responsabiliser. Tous les enfants ne sont pas forcément très jeunes. Il faut peut-être responsabiliser les plus grands ou peut-être il y a des parents qui ont des domestiques, qui ont des nounous, etc. Donc, essayez de prendre toutes les dispositions possibles pour quand même accompagner les enfants. Sinon, c'est leur santé qui est en jeu. Quelle est la part véritable des parents, le rôle des parents? Nous avons commencé déjà par le dire. C'est aux parents. Déjà, dans la cuisine, il faut faire très attention à ce que nous achetons dans la cuisine. Les enfants doivent prioriser l'achat des fruits, l'achat des produits locaux, d'accord, éviter au maximum d'avoir dans le congélateur des produits congelés, d'avoir des boîtes de conserve, d'accord, et également accompagner les enfants, les travailler à beaucoup plus, s'orienter beaucoup plus vers ces aliments dont nous faisons, qui sont bien pour leur santé, et également les aider à éviter ceux qui ne favorisent pas véritablement ne font pas un apport nécessaire pour leur organisme. On ne va pas être autant rigoureux pendant le temps scolaire et demander encore aux enfants d'être très rigoureux avec eux-mêmes pendant les vacances. Ce n'est pas une question de rigueur, c'est une question d'habitude. Lorsque vous habituez quelqu'un à faire quelque chose, celui-là le fait de manière, comment je vais dire, naturelle, sans contrainte. Je ne sais pas si vous spontané. Donc, si nous changeons l'habitude, vous voyez, je vais vous donner l'exemple. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'avais 4 ans, 5 ans, on m'avait habitué à prendre de la pâte avec du sel. C'est-à-dire, on met du sel pour faire la pâte de maïs. J'étais habitué à ça. Donc, voilà, c'est ça, ce n'était que ça que je mangeais. Mais après, j'ai quitté les parents pour rester auprès d'un oncle. Et pendant une période donnée, le premier jour, on m'a servi une pâte sans du sel. C'était pour moi une horreur. Mais quand je suis resté pendant un temps et que j'ai pris le goût à ça, et que je suis revenu après à la maison, et qu'on m'a servi maintenant la pâte avec du sel, je ne pouvais plus manger. C'est plus insupportable. Voilà, donc c'est une question d'habitude alimentaire. Lorsque vous vous habituez à quelque chose, d'accord, il vous est difficile de vous en débarrasser. Mais lorsque vous vous en débarrassez, vous vous donnez une rigueur donnée, vous allez voir que simplement, d'accord, ça va passer. Ah oui, mais inculquer l'habitude comme ça aux enfants aujourd'hui qui sont très libertins et qui sont très consciencieux et très au fait de leurs droits, c'est compliqué, hein? Non, c'est à nous de les orienter de manière simple. Si l'enfant n'a pas droit, ou bien si l'enfant ne rencontre pas dans la cuisine tous les jours les produits sucrés, ne rencontre pas les boîtes de conserve, comment l'enfant saura que ce sont des aliments
qui ont tel goût. C'est à nous de les orienter pour qu'ils puissent s'habituer à des aliments qui sont favorables au développement de leur organisme. Et le moringa, par exemple, c'est un aliment qu'il faut donner aux enfants, puisque c'est riche en acide folique. Et une femme enceinte, par exemple, à qui vous donnez fréquemment le moringa, va mettre au monde un génie. Ah oui, il va mettre au monde un génie. Ça, c'est parce que le moringa est très riche en acide folique. Et si déjà dès l'enfance, vous habituez les enfants à consommer le moringa, vous allez voir que tous ces enfants seront des enfants intelligents parce que ça développe leur cerveau. Je vous ai rarement vu aller sur le terrain des légumes, alors que c'est quand même, je dois dire, un champ intéressant pour l'alimentation des enfants. Bien évidemment, mais toutes les fois nous parlons fruits et légumes. Fruits et légumes, lorsque nous parlons des fruits, déjà vous-même vous savez déjà que les légumes sont les, comment je vais dire, ce qui suit immédiatement les fruits. Les fruits et les légumes sont les aliments qui sont à prioriser. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants sont dans une phase de croissance et on ne peut pas les limiter, leur donner une limitation. Les enfants ont besoin des glucides, ils ont besoin des protéines pour pouvoir construire les différents tissus et assurer leur croissance. Donc, on va les limiter, mais en leur donnant les bonnes protéines, les bons glucides et les bons lipides. Monsieur Gide Etoyon, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. C'est moi. Très bonne journée à vous. Merci, pareil à vous. Merci aussi. Mesdames et messieurs, on aura tenu depuis 1h30 à peu près la suite d'Actu Matin. Je vous propose qu'on souffle un peu, le temps pour moi de vaquer à quelque chose rapidement et on revient par ici avec les débatteurs. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. Offrez-vous l'installation et la box à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet illimité sans limite de gigas. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Métier célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là?
devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc, ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Oui. Et comment vous C'est faites? le risque du métier. Le risque du métier. Oui. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de Voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La tasse va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Niente paix. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arans-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution, de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument
qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. C'est le moment de faire nos débats ce matin. Franck, Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Ah oui, Franck me manque beaucoup depuis hier. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on va s'intéresser un peu à la CEDEAO. La CEDEAO qui a renouvelé un peu, je dois dire, son organe dirigeant, notamment la conférence des chefs d'État. Et désormais, c'est le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui, mettons, tient les rênes de la conférence. Ce sera pour une année. Après avoir justement eu le commandement des mains de Julio Madabio, qui lui aussi a fait un an à la tête de l'institution. Fondamentalement, à quoi vous attendez après donc cette désignation donc du Sénégalais pour diriger l'organe sous-régional riche? Tout de suite, je dirais que la première manœuvre que devrait faire le président sénégalais, qui prend désormais les rênes de la CEDEAO, c'est d'accompagner la restauration de l'image de l'institution qui, depuis un certain moment, est vacillante. Et la deuxième chose à faire, c'est de créer une passerelle réelle de dialogue entre cette idéologie que prône la CEDEAO et celle que prônent les pays de l'AES, qui de plus en plus se retrouvent beaucoup plus dans une sorte de balkanisation dans l'Afrique de l'Ouest. Et la troisième chose, c'est de renforcer davantage cette zone de libre circulation et d'échange entre les populations des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que jusqu'à présent, il faut avoir le courage de le dire, dans certaines contrées, ça marche, mais dans d'autres contrées, ce n'est pas le cas. On voit encore au niveau de certaines frontières beaucoup de difficultés pour les usagers, pour les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, de traverser un pays pour un autre, ou encore d'y vivre, parce qu'il arrive des moments où certains citoyens d'autres pays qui se retrouvent dans un pays voisin se sentent pas dans une bonne posture, et là ça pose véritablement problème quand on sait que nous sommes au sein de la CEDEAO et que la CEDEAO promeut la libre circulation des personnes et des biens. Et puis en quatrième position, renforcer l'économie, parce que quand on ne renforce pas l'économie, on est toujours dépendant des bailleurs, parce qu'on sait que la CEDEAO, pendant longtemps, a toujours été dans une posture de main tendue vers l'extérieur. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui la composent, mais en même temps, ces pays doivent pouvoir aussi apporter une plus-value, parce que quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez des réformes à faire, et que chaque fois que vous en avez besoin, vous êtes obligé d'asseoir une politique de main tendue, mais quand celui qui tend la main ou celui qui vous donne, celui qui vous apporte cet accompagnement financier, technique ou quelque chose que vous demandez, a quand même une certaine ascendance sur vous et peut aussi influencer vos décisions. Eric, c'est beaucoup de chantiers. Énormément de chantiers, Tanguy. Déjà que nous savons que la CEDEAO recherche un équilibre de coopération avec les États de l'AES. Donc Bassirou Diomaye Faye, qui avait été déjà missionné pour un travail dans ce sens, devra donc continuer par mener cette diplomatie avec ses pays frères et amis. Ensuite, continuer par faire ce qui est vu de bien, notamment sur la question de l'intégration. Nous savons qu'à tout point de vue, la CEDEAO reste notre meilleure expérience sur des questions d'intégration, de libre circulation des personnes et des biens. Donc ce chantier aussi, il devra continuer par ancrer
l'organisation dans cette très belle tradition que nous avons. Mais nous savons que le gros lot, justement, reste cette coopération qu'il faut davantage établir avec les pays de l'AES afin de faire avancer les enjeux sécuritaires dans la sous-région, qui reste un élément assez important parce que cette instabilité au plan sécuritaire engendre d'autres conséquences sur d'autres terrains, justement, auxquels l'organisation est appelée à faire face. Donc, ça n'est pas une mission assez simple. C'est vrai que le délai est assez court, mais je pense qu'en 12 mois, il est donc invité à mettre les bouchées doubles pour davantage faire avancer l'organisation sur ces chantiers-là. C'est vrai qu'à l'intérieur de chaque pays, nous avons cette question de monnaie qu'on n'a jamais résolue. Les dates sont toujours fixées, mais on ne sait véritablement pas à quand on va véritablement enclencher le processus. On nous dit qu'au niveau de chaque État, on n'a pas fait avancer véritablement les obligations qui avaient été retenues et qui sont à la charge des États. Est-ce que Bassirou sera écouté par ses pairs pour que ce chantier puisse enfin éclore justement, je dirais, dans les 4 murs de la CEDEAO? Ça aussi, ça fait partie également de ce qui attend Bassirou Diomaye Faye à la tête de cette organisation. Je pense que on m'a fait savoir aussi que c'est la première fois qu'on a un président d'un pays qui prend la tête de cette organisation, mais aussi ce même pays qui dirige aussi une autre instance assez importante de la même organisation, à savoir la présidence justement des commissions, qui est aussi un Sénégalais. Donc c'est peut-être un bon tandem qui va aider le tout nouveau président justement à travailler en toute confiance. On a beaucoup de chantiers, donc on pourrait les examiner tour à tour. C'est vrai que le temps, il est presque terminé. On est à 43. On a les rapports avec l'AES, redorer le blason de l'image de l'institution, la réussite notamment de la CEDEAO, qui est une question, moi, relativement à revoir. Parce qu'au-delà de ce succès si tant vanté de la CEDEAO, il y a quand même qu'on a des difficultés. Vous voyez, pour le simple exemple, il faut aller voir à la frontière à Ilakondi par exemple, qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire qui ait facilité davantage les rapports et les échanges entre les pays, au-delà peut-être de l'historique proximité que les deux peuples ont, et puis le Niger aussi, avec les difficultés qu'on a. On voit encore plus la frontière d'Aflao au Ghana, entre le Togo et le Ghana, où là, sincèrement, c'est l'après la bannière. Dès qu'on passe à une frontière où la question de barrière linguistique se pose, et bienvenue les difficultés. Donc ce succès, en tout cas, de la CEDEAO en matière donc, de libre circulation de personnes et de biens, moi je le relativise toujours. Alors on va commencer par quel sujet? Rapport avec l'AES. Vous pensez que c'est encore pertinent d'en parler aujourd'hui, puisque les autres ont acté leur départ, et visiblement ils sont dans une position définitive? C'est d'actualité. On ne demande pas nécessairement à Diomaye Faye de chercher à ramener le Niger, le Mali et le Burkina Faso au sein de la CEDEAO, mais de maintenir cette passerelle de discussion, de dialogue avec ces 3 pays. Pourquoi? Vous savez, nous sommes dans une région où c'est beaucoup plus sensible en termes de sécurité, en termes d'économie. Et quand déjà nous partons de la libre circulation des personnes et des biens, on sait que c'est les mêmes marchandises qui circulent, qui quittent le Nigeria jusque vers le Mali, et ainsi de suite, et vont dans d'autres pays encore. Et ce sont les mêmes commerçants qu'on voit un peu partout. Allez sur le marché du Togo, vous verrez beaucoup de commerçants béninois. Allez sur le marché du Ghana, vous verrez des commerçants ivoiriens. Allez sur le marché du Mali, vous verrez des commerçants du Burkina, ainsi de suite. Donc ça peut vous faire comprendre qu'il y a une mutualisation de nos économies et nous avons intérêt à maintenir cette passerelle-là pour qu'il n'y ait pas scission. Parce que quand il y a scission, ça impacte forcément l'économie. Et pourquoi encore plus maintenir cette passerelle-là avec les pays de l'AES? Aujourd'hui, nous vivons une situation sécuritaire qui est assez sensible pour tous les pays. C'est vrai que certains pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas encore véritablement touchés, mais cela ne veut pas dire que le danger n'est pas à leur porte ou que le danger n'est pas déjà sur le territoire national. Donc, quand
on mettait ce dialogue-là, ça permet non seulement de fédérer les énergies, de mutualiser les renseignements, et je sais que, comparaison n'est pas raison, on a vu entre-temps cette force de l'ECOMOG qui a été mise en place et qui a été d'une certaine manière efficace, mais on sait que ce n'est pas dans les mêmes conditions, mais pourquoi ne pas aller à une force mixte pour travailler au sein de cette CEDEAO, de force à ce que cette crise sécuritaire, que les pays gèrent de façon individuelle. On n'est plus sur la question de rapport avec l'AES. C'est le même problème, mais justement, on en a besoin. Parce que si on veut gérer cette situation sécuritaire sans les rapports avec l'AES, ça ne prendra pas. On aura juste quelques pays qui vont le faire, mais vous imaginez, c'est le Sahel que nous parlons beaucoup plus du Sahel. Eric, faut-il continuer encore à parler de l'AES? Il faut les laisser, non? Ils sont partis. Il ne faut jamais cesser. Vous savez, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Autant être condamnés à toujours discuter jusqu'au point de trouver une solution. Parti n'est jamais une décision facile. Ça me fait penser au Brexit avec le Royaume-Uni. On voit aujourd'hui les conséquences. Et donc, je pense que c'est toujours bien de garder le couloir ouvert et favorable à des discussions afin de pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, c'est clair, on ne demande plus forcément à ces 3 pays de réintégrer la CEDEAO, mais tout en leur conservant la souveraineté, la légitimité de parti, on peut coopérer. C'est de ça qu'il s'agit, voyez-vous, parce que nous avons en partage des frontières, nous avons en partage notre espace, donc certes, ils ont le choix de rester dans une autre organisation, mais cela n'a jamais mis fin, par exemple, je dirais, au trafic, je dirais au plan commercial entre ces 3 pays et le reste des pays de la CEDEAO. Donc, il y a une envie de ne plus revenir, mais il y a en même temps un besoin de continuer par coopérer. Et mieux, ces 3 pays continuent encore de bénéficier des avantages et des mécanismes justement de la CEDEAO, voyez-vous. Et puis, quand on vous donne des chiffres en termes de financement et d'accompagnement, vous n'allez pas croire que ces 3 pays sont vraiment partie de la CEDEAO. Donc, il y a toujours, je dirais, trace d'éléments de coopération qui existent et sur lesquels la CEDEAO compte agir pour davantage établir, je dirais, une forme de coopération avec les États de l'AES. Et je pense aussi que du côté de l'AES, on est conscient qu'on a besoin de cette coopération. Alors, le discours a changé, le discours n'est plus aujourd'hui du côté de la CEDEAO. Nous voulons que ces 3 pays reviennent à la maison, tout en restant de l'autre côté. Il est souhaité qu'il y ait quand même une forme de coopération. Allez, la question sécuritaire, Ulrich a commencé à l'évoquer. Je vous pose la question. Aujourd'hui, fondamentalement, Bassirou Diomaye Faye, comment peut-il y arriver comment peut-il en arriver à bout quand on sait que d'abord c'est 1 an il a à faire et puis que le problème est vraiment sérieux et profond? Oui, c'est vrai qu'au départ, Bassirou Diomaye Faye avait, je dirais, partait avec un avantage de pouvoir discuter facilement avec les États de l'AES parce qu'il venait de prendre le pouvoir et dans la campagne qu'il a amenée à la tête du pays, il y avait quand même un certain discours qui était un peu plus favorable à une certaine souveraineté, rappelez-vous. Donc c'est même d'ailleurs pour ça que une fois quand il a pris la tête du pouvoir et que la CEDEAO avait décidé de missionner des chefs d'État, il avait été choisi justement pour prendre langue avec les États de l'AES. Alors maintenant que dans son propre pays, il semble avoir un divorce entre le discours de Bassirou Diomaye Faye et le discours d'Ousmane Sonko, qui est plus souverainiste, paraît-il, que Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'il aura toujours l'écoute des États de l'AES? Bon, ça reste la question qu'il faut se poser, mais je pense que ça ne sert à rien de rester à distance et de tirer des conclusions. Maintenant qu'il a la tête de la CEDEAO, il devra vraiment trouver les voies et moyens de prendre contact avec ces États et d'établir une feuille de route, notamment sur le plan sécuritaire. Parce que moi je me dis, une fois que le besoin existe, le besoin se crée, on n'a pas de raison à se fermer, à rester dans son coin et continuer à être victime d'un phénomène qu'on pourrait combattre en étant ensemble. Voilà, donc tout va se jouer à ce niveau. Allez, la question donc de la monnaie unique. Je ne sais pas si c'est toujours important d'en parler.
Parce qu'on nous a traumatisés à la limite avec cette affaire de... Avec des agendas. Oui, avec des agendas maintenant qui fluctuent. Le riche, vous y croyez encore, leur affaire de monnaie unique là? Croire ou ne pas croire, ce n'est pas là la question. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de l'assumer? C'est la question qu'il faut se poser. C'est vrai qu'on nous a fait miroiter l'écho. C'est le nom qui est retenu pour l'instant, sauf s'il y a changement de dernière minute. Mais on constate qu'en leur sein, au sein de la CEDEAO, bien évidemment, qu'il y a certains pays qui imposent leur veto parce qu'ils estiment que à quoi servirait une monnaie africaine de l'Afrique de l'Ouest, précisément, qui serait frappée en France. Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux francs CFA? Je pense que le discours est beaucoup plus à ce niveau. D'autres estiment également, quelle est la contribution de ces pays africains? Parce que pour frapper une monnaie, il faut également créer de la valeur, de la richesse. Et donc, il y a beaucoup de débats qui sont... Quoi, 15 pays réunis ne peuvent pas avoir les moyens de production qui assurent la survie d'une monnaie? Est-ce que vous avez vu que ces 15 pays n'ont pas la même monnaie pour l'instant? Déjà, il y a un problème de conversion. C'est déjà donc un avantage. Le Ghana qui a son Sidi, le Nigeria qui a son Naira, ils ont leurs expériences respectives qu'ils peuvent partager avec l'ensemble des 15 pays. Et là, on peut mutualiser justement les efforts pour soutenir une monnaie unique, non? Enfin, ça paraîtrait beaucoup plus idéal si on le voit de cette forme-là, parce que sous cet angle-là, parce qu'on estime que c'est si facile. Mais non, vous savez, il y a la souveraineté aussi qui compte. Et chaque pays est jaloux de la devise et de la convertibilité de sa devise. Vous imaginez le Ghana qui, dans maintenant, l'écho va se demander quelle sera maintenant cette valeur-là que je retrouve au sein de l'écho. Le Nigeria va se dire quelle sera la valeur, la convertibilité de mon Naira dans cet écho, encore qu'il y a cette pseudo-souveraineté étrangère qui est toujours là, parce que les gens se disent, attendez, nous, on n'a pas été colonisés par des Français. Et si c'est la France qui va frapper cette monnaie, alors là, nous, on ne peut pas vous soutenir. Je pense que le débat est beaucoup plus profond que ce que nous sommes en train de vivre là actuellement. Eric? C'est vrai que ça n'a pas de sens dès lors qu'il y a une profession de foi d'aller vers cette monnaie, parce qu'on a souvenance de ce communiqué qui a été rendu public sur, je dirais, la volonté des États membres d'aller véritablement vers cette monnaie-là. Donc cela ne s'explique pas que jusqu'à ce moment précis, on n'est pas du tout avancé. Je pense que la dernière fois qu'on a abordé le sujet, les raisons qui avaient été évoquées, c'est qu'au niveau de chaque État, il avait été demandé de faire un certain nombre de tâches, d'accomplir un certain nombre de réglementations avant de faire la mise en conformité véritablement de ce projet-là. Donc c'est au niveau État que ça coince. Alors, est-ce que justement à la tête de cette organisation, Bassirou peut, je dirais, amener les États à aller plus vite dans leurs obligations afin maintenant de passer à une autre étape? Peut-être aussi qu'au niveau des États, les raisons que Ulrich évoque sont en sourdine. On évite de les évoquer au grand jour. Justement, le Nigeria, le Ghana, ça reste quand même de grands pays dans notre espace. La Côte d'Ivoire aussi. Est-ce qu'on a vraiment, je dirais, autour d'une même table, la même vision véritablement de cette monnaie-là? Ça va être, enfin ici, on devrait y aller et qu'on doit mettre en place des industries. Ça va rester dans quel pays? Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème de volonté qu'il faut véritablement régler pour voir ce projet aboutir. Maintenant, si même dans les grands discours, on n'entend plus parler de ce projet, alors il se pourrait que les chefs d'État membres de cette organisation ont fini peut-être par se rendre à l'évidence que ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui. 8h56 à Cotonou. Chers messieurs, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez du plaisir à ce Canal 3 Bénin. Juste derrière moi, la revue de presse. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 7h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fraternité pointe que Romuald Ouadani engrange déjà les premiers résultats d'une gouvernance proactive. Moins de 2 mois après son installation à la tête du Bénin, le président de la République récolte les fruits de son offensive diplomatique.
De Bruxelles à Washington, les partenaires techniques et financiers du Bénin, notamment l'Union européenne, le groupe de la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement, multiplient les annonces d'accords de coopération et de financement en faveur du pays. Le FMI a notamment salué une croissance économique de 7,5% en 2024, la plus élevée par le pays depuis 1990, ainsi qu'un déficit budgétaire ramené à 3,1% du PIB. Cette crédibilité financière, désormais portée par le président de la République, constitue le socle de la nouvelle séquence diplomatique engagée depuis mai 2026. Avec le matinal, on lit que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la médecine infantile et la protection sociale au Bénin. L'autorité de régulation de la santé a réuni le collège des pédiatres et des experts du secteur pour une session cruciale de prévalidation. Au cœur des débats se trouve l'adoption de 18 référentiels de prise en charge et de références médicales opposables en pédiatrie. Ce chantier technique de plus d'1 an vise à unifier les pratiques médicales du nord au sud du pays, tout en posant les bases réglementaires indispensables au déploiement de l'assurance maladie. Et toujours dans le secteur de la santé, le confrère de la matinée souligne que la recrudescence des maladies rénales au Bénin est devenue une préoccupation majeure de santé publique. Derrière les statistiques se cachent des drames humains poignants, des familles éprouvées, des vies brisées par une pathologie silencieuse mais dévastatrice. Face à ce fléau, le corps médical livre au quotidien un combat héroïque. C'est dans ce contexte crucial que la Société béninoise de néphrologie annonce la tenue d'un événement capital. Cette deuxième journée scientifique qui se dérouleront du 28 au 30 janvier 2027. Placée sous le haut parrainage du professeur Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, cette rencontre scientifique de haut niveau portera sur un thème évocateur et ambitieux: santé rénale en Afrique, défis, innovations et perspectives. Dans la suite, Fraternité écrit qu'invitée sur le plateau de zone franche de Canal 3 Bénin, la députée Irène Adam est revenue sur les principaux tests adoptés par l'Assemblée nationale et leur portée pour les populations. Pour elle, l'adoption de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 répond avant tout à la nécessité d'adapter le budget de l'État aux priorités nationales. Elle cite plusieurs mesures sociales ayant motivé l'adhésion des députés. Quand on parle de prise en charge de la mendicité, avec des mesures d'accompagnement pour renforcer le leadership parental, pour responsabiliser davantage les parents, pour éradiquer ce phénomène-là, quel député n'aurait pas voté pour ça, a-t-elle déclaré. Irène Adam évoque également l'extension du programme national de vieillissement actif aux 77 communes, la prise en charge systématique des urgences vitales, la gratuité des frais de scolarité pour les jeunes filles, l'électrification des centres de santé et leur accès à l'eau potable, ainsi que le programme de supplémentation nutritionnelle durant les 1000 premiers jours. Selon elle, ces dispositions traduisent la volonté du législateur d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Et puis, Décryptage Info renseigne que réunis à Cotonou, les ministres en charge de l'énergie du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo ont franchi une nouvelle étape dans la coopération régionale autour du gaz naturel avec l'appui du groupe de la Banque mondiale. Les trois États entendent accélérer les investissements dans les infrastructures gazières et électriques afin de renforcer la sécurité énergétique, soutenir l'industrialisation et favoriser une croissance durable en Afrique de l'Ouest. Objectif, consolider leur coopération pour faire du gaz naturel un levier de la transition énergétique et de l'intégration régionale. Dans les colonnes de Fraternité, il est aussi question du travail des enfants, qui fait d'ailleurs la deuxième de une du journal, qui remarque que malgré un arsenal juridique renforcé et des campagnes de sensibilisation, le travail des enfants demeure une réalité dans plusieurs secteurs au Bénin. Si les statistiques montrent un recul significatif du phénomène,
Les difficultés économiques, les ruptures familiales et la méconnaissance des tests continuent d'alimenter les abandons scolaires. Dans les marchés, les ateliers, les chantiers de construction ou encore des exploitations agricoles, des enfants sont encore visibles en pleine activité, parfois avant même d'avoir atteint l'âge de 10 ans, une réalité qui contraste avec les dispositions légales en vigueur au Bénin où toute activité compromettant la santé, la sécurité ou la scolarité d'un enfant est interdite. Mais une chose est sûre, fait observer ce journal, une chose est sûre, le Bénin fait son chemin et sera impressionné par ces décisions en faveur des enfants qui constituent la relève. La Confédération africaine des sports boules continue son périple en Afrique et à en croire le confrère de la matinée, après les étapes marquantes de Rabat, d'Abidjan et de N'Djamena, le président de la Confédération africaine des sports boules a déposé ses valises cette semaine au Togo. Entre accueil légendaire et révélation cruciale, l'honorable El Hadji Idrissou Ibrahima a réaffirmé son statut d'homme d'État et de gardien indéboulonnable de l'intégrité du sport africain. Le journal relate que l'étape de Lomé ne fut pas qu'une simple escale diplomatique. Elle a été le théâtre d'un grand moment de vérité. Le président de la CASB a levé le voile sur les coulisses sombres d'un complot visant à diviser le continent et dont il est sorti définitivement victorieux. La tournée africaine de la CASB se poursuit, mais Lomé restera gravé comme l'étape où la vérité juridique et historique a définitivement enterré l'imposture, conclut le journal. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.